Bonjour aux adeptes des analyses et aux persécuteurs des voyants. Je fais toujours cette petite annonce au début pour bien montrer que ici ce n'est pas la place où je vais vous dire ah oui c'est sûr que le tel combat se finira de telle ou telle manière. Non, je ne me prétends pas être omniscient, je ne prétends pas pouvoir voir l'avenir. Je fais juste des comparaisons selon les styles, selon les forces et faiblesses de chacun pour dire ah oui, quelle est la méthode de victoire la plus probable, par plaisir et par passion de ce sport magnifique qui est le MMA. Même si il est moins magnifique depuis la carte de l'UFC Sao Paulo, qui a été un calvaire, et dans lequel le rouge impérial romain n'avait rien à envier à la peau de Dana, qui devait fumer de rage. Mais bon, après le flop du combat Ngannou contre Fury, Dana il a son moyen de se recaquer, plus rien ne peut abattre son moral, il doit jubiler. Et pour passer au récapitulatif de l'UFC Sao Paulo, alors franchement cette année, mais c'est une catastrophe la fin d'année, les cartes de l'UFC, mais chaque fois la main card, on a au moins 1 ou 2 combats qui sont annulés, qui sont reportés, et souvent au dernier moment. Et pour une blessure, pour des conneries, parfois c'est tellement tardif que je suis vraiment même pas au courant. Le jour même, je suis même pas au courant quand l'événement arrive qu'il y a eu ces changements. Et d'autres, je suis au courant, mais je me dis que sortir un truc au dernier moment de façon bâclée, sans avoir vraiment pris le temps de regarder les 2-3 derniers combats des deux combattants, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Autant ne pas le faire, autant s'abstenir. Et je dirais que c'est le meilleur argument pour ne parier que de petites sommes. C'est parce que les sites sont vraiment des pourritures de manière générale. Et quand un combat est annulé ou reporté, ces enfoirés souvent ils vous rendront rien. Donc voilà, ne mettez que de l'argent de poche, ça vaut pas le coup. Que là, le jeu est truqué, les dés sont pipés, tout est contre vous. Vous pouvez bien sûr vous faire de petits bénéfices, mais ils trouveront toujours un moyen de vous niquer. Surtout parce que ça m'étonnerait beaucoup que la plupart des gens aient vraiment envie de faire des réclamations à chaque fois qu'ils se font endoffer par ces sites à la con. Alors forcément, ils en profitent. Quand vous perdez votre somme juste parce que ça a été annulé, franchement c'est bien les boules, vous l'avez bien mauvaise. Mais ça a l'air de surtout marcher pour les combinés parce que dans les simples, ils vous rendent votre argent en général, mais dans les combinés, ils vous en tuent. C'est pour ça que j'ai très souvent tendance à vous conseiller d'éviter à tout prix les combinés, que non seulement il n'y avait pas ce détail-là, c'est déjà un peu suicidaire, vu les chances, vu les statistiques, mais en plus si vous rajoutez les éventualités de blessures, de disqualification, d'empêchement par le docteur de combattre, mais là c'est fini quoi, ça n'a aucun intérêt. Autant jeter son argent par les fenêtres. C'est pour ça que je me contente des simples. Les combinés, c'est vraiment une arnaque. Donc voilà, passons ce petit instant rage, ce petit instant vexation, et abordons l'UFC Sao Paulo, dont la main card était un cauchemar pour le spectateur, c'était infernal. J'ai failli m'endormir 2-3 fois, surtout pendant le main event. Car j'apprécie les échanges techniques dans le Jiu-Jitsu, les positions, mais alors par contre, quand c'est utiliser le sol pour se reposer, pour être inactif et faire perdre du temps à tout le monde, là honnêtement, aussi il faut dire que l'arbitre n'a vraiment pas fait son travail et qu'il aurait dû les obliger à se remettre debout, à reprendre la position qu'ils avaient avant d'aller au sol. Ce qu'il aurait fait d'ailleurs, si on n'était pas au Brésil et que Almeida n'était pas à domicile. Ça c'est toujours la magie des petites faveurs du combattant qui est à domicile. C'est quand même un peu trop voyant souvent. Surtout que franchement après cette performance, ce serait étonnant que Almeida soit la prochaine star de l'UFC. De très grandes probabilités pour que Dana il force un peu les choses pour qu'il ait aussi tard que possible son title shot. Qui veut d'un champion comme ça
qui ne fait que aller au sol et franchement pas de la manière la plus spectaculaire, hein, c'est-à-dire sans ground and pound et en plus sans prendre le moindre risque, hein, jamais. Et je précise qu'il y a deux façons de ne pas prendre de risque, hein. Il y a la façon du technicien irréprochable qui est quand même actif, hein, et il y a la façon de l'anti-jeu, hein, de celui qui va juste en fait être totalement inactif et se contenter d'immobiliser l'autre, mais sans rien faire, hein, lui-même, hein, sans avancer, sans faire de dégâts, sans proposer de menaces de soumission. Et dans ce combat pour Almeida, ça a été vraiment un prétexte pour ne rien faire. Parce que malgré le fait que pendant chaque round, dans chaque 5 rounds, il a eu une position montée à un moment, qu'il a eu des opportunités de soumission, il a envoyé seulement 38 coups significatifs. C'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Bon, et puis on va passer, hein, sur le public brésilien qui est toujours aussi détestable, sérieux, qui prend du plaisir à les entendre hurler tu vas mourir, c'est bon, on n'est plus au CP, grandissez un peu. Mais bon, là, après un tel combat, honnêtement, on peut pas faire beaucoup de demandes à Almeida, il peut pas exiger quoi que ce soit. Après, du côté de Derrick Lewis, il y a eu quand même quelques petites tentatives qui n'étaient vraiment pas si bêtes, hein, d'envoyer le uppercut au moment où Almeida essaye son takedown. Bien malheureusement pour nous, il a raté sa cible de peu. Et franchement, ça aurait été bien de nous libérer, de nous délivrer de ce calvaire qui a été ce combat. Honnêtement, Almeida, je pense qu'il aura beaucoup de mal à récupérer ses fans après ça, ou alors c'est que les fans sont un peu trop subjectifs, hein. Je vais passer, hein, parce que j'en ai marre déjà rien que d'en parler, ça me frustre, ça m'énerve, parce qu'en soi c'est vraiment un main event qui aura rien changé à la catégorie, et il mérite pas vraiment qu'on s'attarde dessus. Donc maintenant le co-main event, lui par contre, le co-main event était intéressant, parce que ça a confirmé que je pensais des frères Bonfim, c'est-à-dire que c'est des combattants qui ont un niveau correct, qui ont quand même leur place à l'UFC, hein, mais que je ne vois pas percer, que je ne vois pas dépasser le top 5 en l'état actuel, ou alors il faut vraiment qu'ils se remettent en question, je veux vraiment qu'ils se réinventent totalement, et ça je suis pas sûr, hein, qu'ils soient capables de le faire. Parce qu'ils ont un style qui est trop défini, en fait, qui est trop limité, qui est trop rigide. Ils sont beaucoup trop fébriles dans le premier round. Ils cherchent beaucoup trop le KO à tout prix, la soumission à tout prix. C'est bien qu'ils s'exposent énormément, qu'ils dépensent beaucoup d'énergie, qu'ils prennent beaucoup de risques. Et au fond, ça en fait des copies d'Abous. Hein. Ça fait des copies d'Abous où ils ont un premier round et après c'est l'effondrement absolu, c'est le néant, quoi. Une fois que vous avez passé le premier round, il n'y a plus personne. Et je ne dis pas ça pour enlever à la performance de Dalby, hein, qui mérite la performance de la nuit, parce que vraiment aucun autre combat ne méritait quoi que ce soit, hein, sur cette carte. Mais quand même, c'est un peu la honte pour Bonfim, parce que Dalby, sur 7 victoires, 3 défaites à l'UFC, c'est 100% de décision. Pas un seul KO, pas une seule soumission. Et là, contre Bonfim, vont présenter contre la nouvelle sensation, hein, tous les médias sensationnalistes, hein, du MMA, ils faisaient des gorges chaudes, des frères Bonfim, parce qu'aussi, il y a le délire d'avoir des frères qui seraient tous les deux à un bon niveau dans l'UFC. Mais franchement, c'est fatigant, hein, c'est fatigant toute cette télé-réalité à deux francs, cette communication à regarder le réel, quoi. Mais bon, il faut dire aussi que le public, hein, il veut entendre à tout prix ah oui, un tel, il va battre tout le monde et il n'a aucune chance de perdre, n'importe quoi. Mais en gros, Dalby, dans ce combat, il a eu une stratégie très simple, hein, une stratégie très basique. Il a mordu son protésant et il a foncé sur Bonfim. Voilà, c'est à peu près tout hein, ce qu'il a fait niveau stratégie. Mais comme il est beaucoup plus durable et qu'il est beaucoup plus dur au mal que Bonfim, ça a très bien passé et il a eu sa première finition. Après, j'avoue que là, pour ma part, là où j'avais surestimé Bonfim, c'est que je pensais que quand même ce serait pas un tel niveau de déchéance à passer le premier round. Je pensais qu'il se maintiendrait quand même davantage et qu'il arriverait à survivre pour arriver à arracher une décision, hein, comme a pu le faire Abous, hein, cette nuit-là.
Après question place de chacun dans la catégorie. Malheureusement pour Dalby, c'est un combat qui arrive peut-être un peu tard pour lui. Il a quand même 38 ans, même s'il a peut-être, allez, je dirais 3-4 ans au maximum. Hein. Et quand je dis 3-4 ans, c'est 2 ans à un bon niveau et les 2 dernières années à hésiter à est-ce que je me retire ou pas et à prendre des combats en trop. Puis à finalement être obligé, à être un peu forcé, poussé vers la sortie, car même si c'est un bon combattant, c'est pas Glover Teixeira. Je pense pas qu'il durera aussi longtemps que lui, surtout parce que il prend beaucoup de coups et que ce n'est pas vraiment un grappleur. Il ne se jette pas en grappling assez vite pour éviter de prendre trop de dégâts, quoi. Enfin, passons à Abous contre Boralo. Là aussi, Abous, c'est presque un même à ce niveau-là. C'est un des rares combattants où il a un premier round vraiment dangereux, terrifiant, et passé le premier, dès le début du deuxième, mais il est où en fait sa bouche qu'il a marabouté, sort de ses corps, esprit malin. Parce qu'en fait, au deuxième, il regarde l'arbitre, il fuit, il tourne le dos, et on voit que vraiment, il a flou, quoi. Il en a plus rien à carrer. Passer le premier, il se dit, ah bah allez, c'est bon, c'est fini, j'arrête. Mais je continue quand même, c'est assez spécial, parce que plus logique, hein, s'il donnait carrément à son dos, ou qu'il se laissait soumettre pour en finir vite. Mais non, il reste, il fait de la moitié très étrange, où il prend des coups, mais il fuit, et il combat pas vraiment. Bon, ouais, c'est assez incroyable. Seule petite note positive pour Abous, il a montré que quand même, contre un très bon grappleur comme Boralo, il savait défendre, mais franchement, il aurait largement pu exploiter les faiblesses et les défauts de la défense de Boralo, surtout avec son avantage d'allonge et de puissance. Mais non. Et décidément, Abous, il a vraiment un fight IQ très pauvre, et il va se maintenir à peu près dans le classement là où il est, et ça bougera plus, hein, je pense. Que quand un combattant a des choses aussi stupides dans la cage, en général, il n'y a plus grand chose à faire. Ça ne changera pas mystérieusement par l'opération de cet esprit. Et c'est toujours cette carte, parce qu'honnêtement, ça m'étonnerait que vous en ayez grand chose à secouer un des autres combats, parce que c'est vraiment une carte terrifiante de nullité. Il vaut mieux parler de l'UFC 295 qui promet quand même d'être bien plus passionnant. Mais ça me démangeait quand même de tacler un peu cette carte qui rentrera facilement dans le top 3 des pires cartes de l'année, je pense. Et là, passons enfin au combat plaisant, au combat que l'on attend sûrement que tous, le main event de l'UFC 295 qui verra s'affronter Yeri et Pereira. Comme d'habitude, on fait un petit point différence physique entre les deux. Alors il se trouve qu'ils ont exactement la même allonge et que Alex Pereira a 3 cm de taille en plus que Yeri. Même si ça semble être très peu, il y a de grandes chances que ça compte dans ce combat, surtout parce que Yeri, il a tendance à trop se baisser en avant, ce qui est quand même un problème quand on prend en compte son manque de garde, hein, le fait qu'il ait une garde main basse. Ça va me permettre d'ailleurs de tout de suite commencer par la stratégie et ce que va devoir favoriser Pereira. C'est que Pereira, il aura tout intérêt à multiplier les coups de genoux sautés, les front kicks, les uppercuts, surtout en fin de combinaison. À l'inverse, le côté plutôt statique de Pereira et le fait qu'il se repose beaucoup trop sur sa garde et sur son bras avant pour parer, ça a pour conséquence que Yeri aurait tout intérêt à multiplier les jabs, les crosses, puisque ça permettrait de submerger Pereira sans trop s'exposer, comme on peut l'être quand on envoie un uppercut, un crochet. Autre petit détail qui peut avoir son importance, c'est que Yeri, il a cette étrange façon d'envoyer ses directs qui partent quand même bien vers le haut, et en se mettant en biais, mais c'est quand même sans doute dû au fait qu'il est assez bas sur ses appuis, qu'il se penche quand même pas mal en avant. Mais ça va lui rendre service, je pense, contre Pereira, qui est légèrement plus grand que lui. Cette habitude de frapper vers le haut avec ses directs et ses crosses. Ensuite, dans la comparaison mouvement du haut du corps, bien que Yeri expose beaucoup plus son menton, il a de bien meilleurs mouvements de buste, de déplacement, de mouvement de tête que Pereira. Mais Pereira, à l'inverse, il a une bien meilleure garde et
un bien meilleur bravant pour parer les attaques qui viennent, mais il se repose un peu trop là-dessus. Ensuite, l'autre point qui risque de compter pour beaucoup, c'est que ils ont tous les deux tendance à un peu oublier leur défense quand ils voient qu'ils ont blessé l'autre. Cependant, Pereira, il a montré contre Blachowicz qu'il était capable d'être prudent, même quand il sentait le sang, quand il sentait que l'autre était en mauvaise posture, ce qui est un très bon signe, parce qu'il a appris de sa défaite par KO contre Adesanya. Après, là où aussi il y a un net avantage par contre pour Jiri, c'est que Pereira il switch rarement ses appuis, il change rarement de sa garde, il reste la plupart du temps en orthodoxe, alors que Jiri il n'a pas de difficulté à passer de southpaw à orthodoxe, et généralement Jiri a beaucoup plus de mouvements de côté, de mouvements circulaires, alors que Pereira c'est bien plus avant-arrière, et après voilà, il a aussi ses mouvements de côté ou circulaires, mais seulement quand il coupe l'octogone, quand il suit l'adversaire. Et ça, c'est pour être très compact et bouger le moins possible pour avoir de bons contres. Donc au final, ça s'équilibre entre les deux. Après, dans ce combat, s'il n'y avait pas eu celui contre Blachowicz, j'aurais dit que les low kicks de Pereira vont compter pour beaucoup, mais Jiri s'est bien débrouillé contre Blachowicz et ses low kicks dévastateurs. Donc ce fait-là, ça tendrait quand même à me faire pencher du côté d'Jiri. Surtout voilà, comme je disais plus tôt, le fait que Pereira bouge le moins possible pour pouvoir contrer au mieux, ça l'expose quand même au jab et au cross, aux attaques longues, puisqu'il se contente surtout d'avancer et reculer. Et on le voit souvent quand même à prendre quelques jabs, quelques crosses en trop. Tous ces éléments, ils me mènent à penser que Pereira, il a tout intérêt à débuter les échanges par quelques feintes et à terminer ces combinaisons par un uppercut, un front kick, un coup de genou pour profiter du fait qu'Jiri baisse un peu trop souvent la tête vers l'avant. Mais ce qui rend ce combat très complexe à prédire, c'est la dureté d'Jiri, c'est qu'il a un menton très solide, en plus d'être rapide, d'avoir de bons réflexes, d'être souple du haut du corps dans ses esquives. Ce que Pereira, à l'inverse, n'est pas du tout. Pereira, sa défense, c'est exclusivement sa garde et son bras avant qui lui sert à parer. En tout cas, bon, son bras arrière aussi, parfois, mais c'est plus rare que son bras avant pour les parades. Et si je devais résumer ce combat, si je devais résumer la dynamique que l'on va sûrement voir, c'est que Jiri sera probablement bien meilleur dans le début de combat, puisqu'il se repose beaucoup sur ses réflexes, sa mobilité, sa vitesse, et non sa garde. Ce qui fait que plus il est fatigué, plus il est vulnérable, et donc plus le combat avance, plus il est susceptible de prendre des coups, ou en tout cas de les prendre de plein fouet. A l'inverse, Pereira, il a une défense plus constante, car c'est la défense classique du kickboxing, qui repose sur la garde et peu de mouvement, qui fait que par contre lui, il restera à peu près au même stade pendant tout le combat. Après voilà, je dirais que dans les considérations un peu floues, un peu subjectives, quand même le niveau de dureté du menton de Jiri est un peu meilleur. Même si là je m'avance un peu, c'est un peu voilà, plus une impression que quelque chose de chiffré, quelque chose de vraiment analytique, parce qu'en soi, Jiri, il a pris plus de KO que Pereira. Il en a pris un de plus, mais c'est sur beaucoup plus de combats, donc ça s'équilibre. Par contre, après, ce qu'on peut quand même noter, c'est que Jiri, il aura l'avantage de pouvoir aller en grappling quand il sera en position désavantageuse. Il pourra ralentir le combat, il pourra stopper un peu l'action quand il prendra trop de dégâts, alors que Pereira n'aura pas trop cette possibilité, puisqu'il est surtout bon en défense de grappling et qu'en offensive il n'est pas... Après, sur la stratégie d'Jiri, je dirais qu'aussi il a tout intérêt à essayer d'enfermer Pereira dans des brawls, dans des échanges de coups assez longs, parce que voilà, là où Pereira est le meilleur, c'est quand il envoie un ou deux directs, un ou deux crochets, puis il reprend ses distances, et puis il place un contre par-ci par-là. C'est quand voilà, le volume n'est pas gigantesque, c'est là où Pereira est le meilleur, parce que quand les échanges durent un peu trop, il a tendance à découvrir son menton, il a tendance à un peu baisser sa garde. Donc en conclusion à mon pronostic,
ce serait KO entre le premier et le troisième round, ce serait plutôt Yeri. Ensuite, KO entre le troisième et le cinquième, ce serait plutôt Pereira. Et si le combat va à la décision, je serais prêt à parier que Yeri l'emportera, puisque lui peut davantage mélanger une offensive debout et une offensive en grappling, qui aux yeux des juges sera toujours mieux que un combattant qui est uniquement offensif debout et qui est toujours défensif en grappling. Mais ça promet d'être un combat passionnant. Du point de vue du pari, on a des cotes très alléchantes, puisqu'elles donnent Yeri underdog à 2,15 contre Pereira à 1,60 en favori. Et là, franchement, donner Yeri au premier round ou au deuxième, ça semble vraiment intéressant. À l'inverse, Pereira entre le troisième et le cinquième, ça semble tout à fait intéressant. Même si je pense que c'est plus dur de deviner quand Pereira finira Yeri. Parce que contrairement à Yeri qui finit la plupart de ses combats dans le premier round, que quand même 21 KO TKO au premier round, pour seulement 2 au deuxième et 2 au troisième dans sa carrière, alors que Pereira, lui, c'est beaucoup plus équilibré, parce qu'on a 3 au premier, 2 au deuxième, 1 au cinquième. Et décidément, cette carte, c'est du caviar pour les yeux, parce que là, le co-main event, on a un combat vraiment, je pense, attendu par énormément de gens, entre Sergey Pavlovich et Thomas Spinol. Et dans ce combat, là, ce qui va vraiment peser très lourd, c'est le fait que Aspinall fait 1m91 et Pavlovich fait 1m96. Et que question allonge, là, il y a une vraie différence d'allonge qui a vraiment compté pour beaucoup, puisque Aspinall, il a 198 cm et Pavlovich a 213 cm. Et là où je dis que ça va compter pour beaucoup, c'est que Pavlovich adore les brawls, les longs échanges de coups, à distance. C'est quand même une condition assez importante, c'est que ça lui est très favorable si l'autre reste sur la fin de ses coups. Parce que, par contre, quand il se rapproche un peu trop, il a plus de difficultés, il est plus brouillon, il est moins précis. Non, il faut que vraiment ce soit sur la fin de ses coups, et là il est redoutable. Après, le point vraiment qui va peser très lourd aussi dans ce combat, c'est le fait que Pavlovich, il a une défense qui est très faiblarde. Debout, il mord son protégeant et il encaisse quand les coups arrivent. Il se repose exclusivement sur sa vitesse de bras, sa dureté de menton, ses combinaisons, sa puissance, pour en fait éteindre l'autre avant d'être éteint lui-même. C'est un peu, voilà, je tue ou je me fais tuer, quoi, sur sa mentalité. Et il ne connaît que la marche avant. Ça aussi, ça va être un point déterminant, c'est que Aspinall a une mobilité bien supérieure. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'entre jamais bêtement dans la zone de danger à la distance. C'est d'ailleurs grâce à cette mobilité qu'il n'entre jamais bêtement dans la zone de danger, la distance à laquelle l'adversaire peut l'atteindre. Et pour ça, il fait des petits mouvements sur le côté. Il bouge beaucoup aussi les bras pour feinter, pour inciter l'autre à attaquer, à avancer. Puis alors, pour en profiter, pour faire un pas de côté, faire un mouvement circulaire, pour sortir de l'angle dans lequel l'autre peut l'atteindre. Puis attaquer quand l'autre est en position défavorable. Et là, Aspinall, il va devoir faire exactement la même chose dans ce combat que ce qu'il fait dans tous les autres, puisque c'est très bien, c'est parfait même, on peut le dire, que là, feinter, puis rentrer une fois que l'autre a mordu à l'hameçon, ou alors feinter comme ceci et changer de niveau pour l'amener au sol, parce qu'il doit à tout prix éviter les longs échanges contre Sergey, il doit à tout prix éviter de rentrer dans des brawls. Parce que là, par contre, ça favorisera énormément Sergey. C'est d'ailleurs, de mon point de vue, la seule manière pour Sergey de gagner, c'est justement de parvenir à enfermer Aspinall dans un long échange. Après, voilà, le problème de la longe très significative de Sergey, c'est que Aspinall, il ne pourra pas se permettre de commencer les échanges avec un low kick, puisque ça l'expose au risque de prendre une charge de jab et de cross. Mais franchement, dans ce combat, le pronostic me semble assez simple. Et la méthode de victoire la plus évidente, ça me semble quand même être Aspinall par KO au premier ou au deuxième round, ou Sergey au premier round, sur une erreur d'Aspinall, parce qu'Aspinall est trop irréprochable pour que Sergey le batte sans que celui-ci ait fait une grosse erreur.
Après, si cela va à la décision, là j'ai aucun doute que ce sera Aspinall qui l'emportera. En tout cas, ça fait du bien d'avoir un peu le côté, le bûcheron russe très bourrin contre le poids lourd très complet qui est Aspinall. Ça promet quand même d'être intéressant à voir. Et on a du mal à imaginer que ce combat ne se termine pas par un KO, puisque Aspinall, il a 100% de finition dans ses victoires, et il est le champion de la rapidité des finitions, et je crois que Sergueï est troisième à finir le plus vite ses adversaires. Après, petit détail, mais qui comptera pas beaucoup, ça, franchement, je ne suis pas convaincu que c'est une grande importance, c'est que quand même, Aspinall, il n'a jamais été fini lui-même, parce que franchement, on va pas compter contre Blades sa blessure tragique quand même. Alors qu'à l'inverse, Sergueï, il a quand même pris un KO. Et détail qui a son importance, c'était par Ground and Pound contre Overeem au premier round. D'ailleurs, il est raisonnable aussi de penser que Aspinall le finira par Ground and Pound au premier round ou par soumission. Et ce sera tout pour cette vidéo. Je vais de ce pas faire moult prières pour que le combat Sergueï contre Aspinall ne soit pas annulé, qu'il ne soit pas reporté. Mais de même pour Yeri contre Pereira, parce que l'un comme l'autre, je les attends quand même comme un enfant à Noël. Et donc voilà, espérons que tout se passera bien, que les combats seront spectaculaires, que l'on en apprendra un peu plus sur la place de chacun dans chaque catégorie. Je vous retrouve demain ou après-demain, selon comment j'aurais pu avancer, pour le reste de la carte. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez les notifications, et bonne UFC 295.